Messieurs les modérateurs, merci. Chers confrères, donc je vais vous parler d'un thème un peu différent des deux qu'on vient d'entendre, sur un travail qu'on avait fait sur les revues prédatrices et leur relation avec les internes d'orthopédie. Pas de conflit d'intérêt. Donc le développement de la recherche médicale, en fait, elle a contribué à une explosion du nombre des publications en orthopédie depuis les années 2000, où la France se classe 9e au rang mondial. L'accessibilité aux articles a été améliorée avec l'essor en fait, du modèle en libre accès, qui représente près d'un tiers de la littérature disponible actuellement. Les auteurs prennent en charge des frais des frais de lecture et de mise en ligne des articles. Et à tout ceci s'ajoute une pression académique croissante depuis des années, qui entraîne une sollicitation des internes à la publication. Et c'est dans ce contexte qu'ont émergé des revues frauduleuses en fait, qui détournent les systèmes classiques de mise en ligne. En 2019, avec la réunion de plusieurs acteurs de la communauté scientifique, une définition consensuelle a été mise en place et en fait elle met à jour 4 caractéristiques principales qui sont la diffusion d'informations trompeuses, le non-respect des bonnes pratiques d'édition et un manque de transparence et des sollicitations agressives. Maintenant, petit point histoire, Jeffrey Bill, c'était un bibliothécaire de l'Université du Colorado. Il a été le premier à alerter sur ce qu'il appelle les predatory publishers. Et en fait, en 2010, il crée une liste qui porte son nom et qui recense des éditeurs et de revues suspectes selon plusieurs critères. On peut dire que Bill, du coup, c'est le point de départ de ce qu'on appelle revue prédatrice ou éditeur prédateur de nos jours. Et sa liste, c'est un outil qui est historique et qui est controversé parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Et simplement à noter qu'il existe plus de 8000 revues prédatrices qui ont été recensées de nos jours. Pourquoi est-ce un problème ? Tout d'abord, pour une difficulté d'identification, avec un nombre élevé des revues prédatrices et un polymorphisme de ces revues. Une menace pour l'intégrité scientifique parce qu'on peut avoir des usurpations de connaissances, une diffusion d'informations de faible qualité, un risque pour les jeunes chercheurs qui sont non avisés et des pertes financières qui sont non négligeables pour les éditeurs officiels. De janvier à mai 2024, on a diffusé via les réseaux sociaux et par mail un questionnaire à remplir sur Internet. Il était composé de 24 questions en 3 sous-catégories. On parlait des données démographiques, de l'expérience en recherche des internes et de leurs connaissances sur les revues prédatrices. 253 internes de toutes subdivisions y ont répondu. Et on a vu une homogénéité sur l'année globale et l'avancement de l'internat. Parmi nos résultats maintenant, on a près d'un tiers des internes qui disaient connaître le terme de revue prédatrice. Et en fait, ce résultat, il s'accorde avec une étude qui a été réalisée en Allemagne où près de 40% des internes disaient être familiers avec ce terme. 20% des internes se disaient être capables de reconnaître et bien d'identifier une revue frauduleuse. Et on a moins de 5% de tous les internes interrogés qui connaissaient les différentes listes d'identification de ces revues. Et près d'un tiers des internes ont déjà été sollicités par mail, sachant qu'en fait, les mails, les sollicitations sont plus importantes chez les internes qui ont déjà publié au moins une fois. Maintenant, en ce qui concerne les critères de discrimination entre une revue crédible et une revue prédatrice, les internes ont placé tout en haut la force de l'impact factor, ensuite la publication rapide après soumission et enfin la mauvaise qualité de la littérature. Dans l'étude, on avait sélectionné une méta-analyse qui recensait 38 articles et chaque article en fait faisait la liste de façon empirique de certains critères communs aux revues prédatrices et parmi les critères qui sont en tête de liste, il y a les 3 que je viens de vous citer juste avant. On a 2 tiers des internes qui disaient que publier ça pouvait favoriser un CV et dans la littérature, le coût médian en fait, de soumission à une revue prédatrice c'est de 420$ versus 2900$ pour une revue licite. Et la durée de soumission chez des revues prédatrices, c'était de moins d'un mois dans près de 36% des revues. Et en fait, tous les facteurs que je viens de vous citer, c'est des facteurs qui favorisent le piège. Maintenant, quelques solutions de prévention. En fait, je vais essentiellement citer les différentes listes qui existent. On a d'abord la DOAJ, c'est Directory of Open Access Journal. Bon, c'est pas très connu parce que ça n'a pas été largement diffusé. Il y a la liste de Cabell, en fait, c'est une liste qui recense près de 4000 revues de 18 domaines différents. Et donc c'est la liste qu'il faut utiliser. Et cette liste, elle peut être utile si on a un doute quand on va sur des revues, si on a un doute sur l'éditeur. Les limites de notre étude maintenant, tout d'abord la taille limitée de l'échantillon, qu'elle a représenté un tiers de la promotion nationale d'orthopédie. On a fait une collecte transversale de données, donc ça ne permet pas d'évaluer les connaissances des internes au fur et à mesure de l'internat, et le questionnaire était relativement général et superficiel.
En conclusion, les jeunes internes sont des proies faciles s'ils sont non encadrés. Publier vite, ça ne veut pas dire publier bien, ça prend du temps. Il faut identifier les signaux d'alerte et le signal d'alerte essentiel, c'est la promesse de publication rapide qui peut traduire en fait un défaut de revue par les pairs. Et les bons réflexes avant de soumettre, ça serait de vérifier l'indexation, les éditeurs avec les listes que je viens de vous citer et la pratique de revue par les pairs justement. Merci de votre attention. Il y a des questions? Là, tu parlais de l'encadrement qui me paraît fondamental dans ton travail. Comment ça se passe au CHU? Vous faites la thèse, il faut la publier, je crois que c'est ça maintenant, il y a des publications qui sont obligatoires. Hein. Ouais, il faut une publication, je crois que c'est pour valider le DES, pas forcément la thèse, mais une publication. D'accord. Et le senior, comment il participe à ça pour superviser le travail on réfléchit ensemble à un sujet. Et ensuite, on fait le gros du travail et on soumet au fur et à mesure, on dit est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou avec tel point. Et après, pour les recherches d'articles, là, pour les soumissions, je parlais en général. Oui, mais après pour la publication, il est informé le senior? Oui, le senior il est Donc informé. En fait, il est aussi berné? Il y a des là, il n'y a pas trop, moi il n'y a pas eu trop de soucis au CHU Tours, mais c'était plutôt en généralité. En fait, je sais qu'on a des sollicitations par mail et on a des revues. On peut se dire oui, ça a l'air une revue qui a l'air globalement bien, mais en fait après il y a des vices cachés, notamment le prix et d'autres choses. Et est-ce qu'il y a des travaux comme le tien qui ont été faits justement sur des seniors qui publient? Il y a eu dans notre étude, on avait vu, il y avait une étude qui parlait, je crois que c'était dans l'OTSR, qui parlait des seniors, c'était les seniors d'orthopédie, est-ce qu'ils connaissaient bien les revues prédatrices? Et en fait, il montrait qu'il y en avait, je crois qu'il y avait 20% qui étaient bernés, qui avouaient qu'ils avaient déjà publié dans une revue de ce genre. Ouais.